Donc, je vais te laisser la parole, Jean-Charles, puis je vais faire entrer les gens au fur et à mesure qui vont arriver. Parfait. Merci Stéphane. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du porc? On est dans une hausse assez importante depuis le mois de mai, je dirais. En fait, le prix du vivant stagnait entre février et fin avril. On avait même connu un, un petit creux euh, pendant le mois d'avril. Sauf que là, depuis 3-4 semaines, le prix du vivant qui grimpe d'une demi-scène, trois quarts de sou, une scène la livre, pour finalement se retrouver à 1 et selon la moyenne des 2 derniers jours. Donc, on s'attend selon la trajectoire des contrats à terme à ce que le sommet soit atteint au mois d'août, ce qui est généralement le cas. Soit c'est juillet, soit c'est août, là. Mais on est à 1 et 10 au niveau du sommet qui est prévu par les contrats à terme pour le 17 août. Ça veut dire qu'on se retrouverait sous les sommets de 2021 et 2022 qui, eux, avaient été en haut de 1 et 20. Reste que 1 et 10, c'est un excellent sommet, surtout comparé à l'année passée où on avait atteint seulement 93-94 sous. Donc, on se retrouve à avoir une performance pas mal plus impressionnante au niveau du vivant depuis le début de l'année comparativement à 2024, puis ce qui est prévu pour le reste de l'année avec les contrats à terme, ben, c'est de continuer cette supériorité par rapport à 2024. Au niveau de la découpe, on voit un peu la même trajectoire. Quand on regarde un peu les coupes qui causent la hausse, on voit ben, notamment le flanc à 1,71. Par contre, on s'approche dangereusement des sommets des dernières années. On voit qu'il y a quand même une bonne résistance tout juste en bas d'1,80. Donc, est-ce qu'on va continuer notre hausse ou entamer une descente rapide comme on a l'habitude de le voir avec le flanc? Reste que c'est vraiment la période de consommation la plus importante qu'on voit pour le porc avec la grosse demande pour l'été. Puis on voit toutes les autres coupes qui, eux aussi, sont en train de grimper. Il y a encore de la place pour augmenter au niveau surtout du jambon. Donc, on est à 1 et 3. Depuis 2024, on regarde la trajectoire, on a atteint presque du 1 et 20. Donc, il y a encore là beaucoup de place pour monter. Au niveau de l'épaule, par contre, on approche quand même, même on crée des nouveaux sommets depuis un bon moment déjà. Puis, tandis qu'au niveau de la longe, il y a encore de la place pour augmenter. Mais reste que c'est la hausse importante de la découpe est propulsée par un peu toutes les coupes, mais la volatilité du flanc qui amplifie le mouvement. Combien de temps on va durer à ces hauts niveaux-là, ça reste à voir. Mais pour l'instant, ce qu'on voit graphiquement, puis ce qu'on semble voir sur le terrain, c'est qu'il y a une excellente demande au niveau des abattoirs qui achètent le vivant, puis qui sont en mesure d'ajouter beaucoup de valeur avec les coupes qui, elles aussi, valent beaucoup en ce moment. Donc, marché du porc qui semble avoir une excellente demande quand on regarde un peu le comportement des prix. Au niveau de la production, ben, c'est sûr que couplé à une bonne demande, ben, on se retrouve à avoir moins de porc que l'année passée. Si on regarde un peu juste le comportement semaine en semaine, donc la semaine se terminant le 14 juin, c'était 2,38 millions de porcs qui ont été abattus pendant la semaine, ce qui est 1,4 de plus que la semaine passée. Donc, on augmente un peu. Encore là aussi, quand on compare année sur année versus l'année passée, 0,2 mais reste qu'on a beaucoup de rattrapage à faire quand on prend la production year to date, donc jusqu'à de 1er janvier à aujourd'hui, ben, on est en baisse de 1,7. Le WASD qui a été publié par le USDA
le 12 juin, donc assez récent, a mis à jour ses projections pour le porc. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au rapport du mois de mai. Mais dans le rapport du mois de mai, c'est là qu'on voit la première estimation sur ce qui est attendu pour 2026. Puis, ce qu'on prévoit, c'est une augmentation de 2025 de 0,7 par rapport à 2024. En ce moment, on est à 1,7, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Reste que si on maintient, si on veut, un rythme plus élevé que l'année passée, éventuellement, on va rattraper le retard, mais on a quand même plus de la moitié de l'année de fait. Donc, ça va prendre quand même des semaines assez importantes en termes d'abattage pour rattraper le retard. Puis pour 2026, ce qu'on s'attend, ben, c'est une production en hausse de 1,3 %. C'est sûr qu'avec des prix comme ça qui sont prévus pour les prochains mois, ben, il y a une très bonne rentabilité au niveau des marges de production porcine aux États-Unis, ce qui justifierait une hausse là, de production à ce niveau-là. Au niveau de l'exportation, on remarque, bon, ça c'est un peu le point faible, je dirais. Donc, on sent que la hausse du prix du porc est vraiment supportée par le local, par la demande aux États-Unis même, parce que quand on regarde les exportations, il n'y a rien d'impressionnant vraiment. Quand on compare les ventes qui ont été faites depuis le 1er janvier, on est 14% inférieur au rythme de l'année passée. Les exportations qui étaient en hausse constante depuis 2022, à l'exclusion de 2021, là, qui était l'année un peu de folie avec le fait que la Chine importait beaucoup avec la peste porcine africaine. Reste que là, cette année, on ne devrait pas être en mesure de matcher l'année 2024, à moins d'un revirement impressionnant. Reste que, bon, 14% de retard. Puis on voit là, au niveau de tous les pays qu'on en a moins cette année. Le Mexique, qui est le client le plus important, 8% de moins quand on compare les 6 premiers mois de l'année. Ensuite de ça, ben, Japon, Corée, 13-15% de moins, c'est les deux autres plus importants. Puis la Chine, 38%. La Chine qui va arriver de temps en temps, mais c'est sûr que ce n'est pas le client le plus important pour le porc américain. Reste que c'est ça, il y a beaucoup de volatilité au niveau de tout ce qui est prévu entre les États-Unis puis les différents pays. Donc, on le rappelle, en avril, il y avait eu d'importants tarifs qui ont été mis en place par l'administration Trump sur une panoplie de pays. Une semaine après, ces tarifs-là ont été réduits à un maximum de 10%, sauf la Chine où il y a eu une escalade, puis ça a monté jusqu'à 145% de tarifs. Depuis ce temps-là, on a eu des ententes, les ententes entre la Chine et les États-Unis, où là, le tarif a été réduit bon, à un 30%. Puis là, si on ajoute un peu tous les autres tarifs qui étaient déjà mis en place, on est à peu près à 50% au niveau de la Chine, tandis que les importations américaines sont tarifées à hauteur de seulement 10% pour la Chine. Donc, au final, on a pesé un peu sur le bouton pause en termes de tension commerciale avec la Chine. Mais il reste qu'avec tous les autres pays, le Japon, la Corée, la Colombie notamment, ben le fameux minimum, ben maximum 10%, ça se retrouve on va avoir un peu de développement à ce niveau-là. Le 9 juillet, qui est la fin de l'exemption d'un allègement de ces tarifs-là. À travers tout ça, on conteste aussi au niveau du tribunal la légalité d'imposer ce genre de tarifs-là basé sur des raisons qui sont pas tout à fait justes. Donc, Trump qui blâme en fait l'afflux d'immigration, la drogue pour ultimement imposer des tarifs assez importants sur plusieurs pays. Donc, probablement qu'il trouverait une autre raison, là, une autre loi pour aller faire tout ça, mais c'est sûr que ça a mis un peu un frein sur la négociation entre les États-Unis et les autres pays pour arriver avec une entente négociée quand on conteste aux États-Unis même la légalité de ces tarifs-là. Donc, 9 juillet, ça va être le prochain deadline pour savoir ben, qu'est-ce qui se passe avec le fameux 10% sur tous les pays. Est-ce qu'on
va juste étendre le délai. Puis ça va être probablement ça qui va arriver, basé sur ce qui a été fait par l'administration Trump depuis son entrée à la Maison-Blanche. Mais au final, il y a quand même beaucoup de volatilité reliée à toutes ces tensions commerciales dans le marché du sport. Quand on prend un pas de recul, ben, l'exportation, c'est sûr que c'est pas un point qui est positif. Ça pourrait être mieux, justement. Puis on voit là, que les pays qui sont présentement sujets à des tarifs de 10%, ben, ils baissent leurs demandes de plus de 10% depuis le début de l'année. Donc, on voit un peu le comportement des différents acheteurs sur le marché de l'exportation. Au niveau des spéculateurs, on se retrouve à revenir dans des niveaux euh, très, très élevés. 113 000 contrats détenus en position nette des spéculateurs. Euh, on peut aller encore plus haut quand on le voit. Là, on a été presque à 140 000 contrats fin décembre 2024. C'est sûr que là, il y a énormément de volatilité aussi par rapport à tous les événements mondiaux. Donc, depuis jeudi soir, vendredi matin, on a l'Iran puis Israël qui se bombardent de missiles de part et d'autre. Vendredi, on a connu une journée boursière assez volatile. Les prix du pétrole qui se sont enflammés de plus de 10%. C'est sûr que quand on voit les spéculateurs détenir autant de grosses positions dans l'aspect des commodités, ben, on peut s'attendre à des petits replis. On l'a vu vendredi, le prix du porc qui, pendant la journée, était fragile, sauf que ça s'est pas maintenu, en fait, vers la fin de la journée. Ça a repris. Puis on voit qu'il y a quand même une forte pression à la hausse sur les contrats à terme basés, bon, de un sur moins de production, mais de la grosse demande. C'est sûr qu'on est encore dans le même environnement de prix où les prix du bœuf, les prix du poulet, tout est en forte hausse. Donc, le porc suit la tendance. Reste que c'est sûr que quand on regarde cette position des spéculateurs-là, on ne peut pas s'empêcher de s'attendre à des corrections rapides et importantes quand va être venu le temps de se départir de ces positions-là. Est-ce que c'est le temps pour le moment? Bien, les spéculateurs, comme j'ai dit, n'ont pas vraiment de raison de le faire pour le moment, mais on voit là, que en fait, les gros mouvements de prix, si je mettais le prix du port des contrats à terme corrélé avec la ligne noire des spéculateurs, on verrait là, qu'il y a une excellente corrélation. Donc, on vient amplifier les mouvements au niveau des contrats à terme. Donc, ça, c'est pour ça qu'on le mentionne d'appel en appel pour suivre un peu la tendance. Chine, les prix sont à terre, 1,95 pour le port présentement local en Chine. C'est très, très faible. On continue de baisser. Donc, si on regarde où on était dans nos derniers appels, on était peut-être aux alentours de 2,10. Là, on est à 1,95 yuan par kilo. Ça continue de baisser. Les autorités chinoises ont même demandé aux producteurs de se calmer sur l'expansion, de justement amener rapidement leur part à l'abattage, de ne pas les laisser engraisser. Donc vraiment de juste tenter de limiter les dégâts pour le moment. On a même eu des nouvelles comme quoi la Chine, bon, faisait des achats stratégiques dans leurs réserves. Donc ça se produit généralement quand on essaye de stimuler les prix, parce qu'on le voit là, quand on met la marge de production brute pour les producteurs chinois, on est à moins 10 la tête en US. Donc ça montre à quel point là, on n'a pas de rentabilité à ce niveau-là. Donc c'est sûr que quand on mentionne la Chine, puis le marché de l'importation, ben ça fait pas vraiment de sens quand on regarde ça depuis plusieurs mois. Pourquoi? Ben parce que justement, les prix locaux sont déjà à terre. Donc, puis il semble y avoir un excédent, un surplus euh, à ce niveau-là. Donc, avant de voir une demande chinoise plus importante, ben, faut voir un marché local plus en hausse. Puis pour le moment, c'est pas ça qu'on voit en Chine. Donc, quand on met tout ça ensemble, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volatilité dans le marché, mais on est sur une nette tendance à la hausse là, depuis
la panique, si on veut, de début avril, qui est causée par les fameux tarifs et menaces de Donald Trump. Donc, 1,7, 1,8 pour juillet. Donc, ça, je l'ai pris en fait à 10h26 le vendredi. Puis, on a clôturé 2 cents de plus haut à la fin de la journée. Donc, il y a quand même eu, même à l'intérieur même d'une journée, une grosse période de volatilité. Pour le mois d'octobre, 92 sous, on regarde que quand on compare aux dernières années, c'est un prix qui est excellent. Puis plus on va loin, mais plus les prix sont très bons. 84 sous pour décembre, puis 86 pour février. Au niveau de la situation, au niveau des prix des grains, il y a énormément de volatilité. Encore là, c'est un marché d'été, il y a beaucoup de guerres. Il y a justement l'Iran, Israël depuis vendredi. Donc ça impacte beaucoup le prix du pétrole, les biocarburants. Reste que on voit quand même une forte tendance à la baisse sur les prix du maïs. Pourquoi? Ben parce que les semis sont complétés, on a une production record qui est anticipée, les conditions sont bonnes, ce qui pousse le maïs à la baisse. Reste que localement, c'est pas ça qu'on semble voir. Là. Au Québec, il semble manquer de maïs pour l'ancienne récolte. Donc, on a des prix qui suivent pas du tout la tendance au niveau des contrats à terme. Reste que pour la nouvelle récolte, c'est sûr qu'on anticipe plus de semis de maïs, même chose au Québec, aux États-Unis. Donc, on s'attend à ce que cette hausse soit éphémère, puis plus sur l'ancienne récolte, parce que là, dès qu'il y a de la nouvelle récolte, mais là, il va y avoir une abondance assez importante. Au niveau de la fève soya, ben, moins d'abondance. Pourquoi? Ben, parce qu'on a semé plus de maïs. Mais il y a aussi beaucoup de spéculation puis d'attente sur une excellente demande qui est prévue pour l'huile, les biocarburants. Encore là, les biocarburants ont explosé vendredi avec le conflit entre Israël et l'Iran. Le prix du pétrole qui est fortement corrélé avec les biocarburants, l'huile de soya, l'éthanol. Donc, à ce moment-là, j'ai mis un graphique de prix, c'est ça, c'était plus à midi. Ça, je l'avais fait le jeudi, en fait. Puis là, la fève soya qui a rebondi à 10,74. Donc, on verrait la ligne bleue augmenter dans le haut du graphique par ce qui s'est produit dernièrement. Puis finalement, ben, le blé qui continue de suivre de très près le prix du maïs. Il y a encore une fois Russie-Ukraine, c'est loin d'être réglé, mais le blé qui continue de sortir agressivement là, de ces deux pays puis de partout à travers le monde. Donc le marché n'est pas du tout inquiet de manquer de blé dans le monde. Je n'ai parlé rapidement, mais juste graphiquement montrer à quel point, bon, oui, il y a un peu de sécheresse, c'est plus dans les États de l'Ouest, du Midwest, c'est plus problématique. Là, c'est plus le blé qui est important, mais on voit vraiment autour des Grands Lacs. Puis, bon, l'Iowa, l'Illinois, oui, il y a un peu de sécheresse. Donc, c'est anormalement sec, puis sécheresse modérée. Il n'y a pas beaucoup d'orange qui est sécheresse sévère. Donc, pour le moment, ça reste sous contrôle, mais reste que de la pluie, ça pourrait quand même être assez bénéfique. Quand on va regarder les conditions historiquement depuis les 5 dernières années, pour le maïs, pour la fève, ça va super, super bien pour les États-Unis. Rapidement, pour le maïs, je vous ai parlé un peu dans le port, le USDA qui, dans son WASD du mois de mai, estime les stocks puis la production, la demande pour l'année 2025-2026. Ce qu'on voit pour le maïs, on s'attend à des stocks qui sont en hausse de 9 millions de tonnes par rapport à l'année passée parce qu'on produirait plus, donc près de plus de 20 millions de tonnes de plus en termes de production, ce qui est gigantesque. Ça serait vraiment une production record et puis 10 millions de tonnes de plus que ce record-là. Au niveau de la demande, donc contrairement au port où l'exportation n'est pas super, mais pour le maïs, l'exportation est très, très bonne. Le Mexique, le Japon, la Corée, la Colombie, donc tous les mêmes pays, si on veut, qui achètent le porc, ben, s'ils achètent ils achètent le maïs, mais c'est davantage le Mexique là, qui lead le tout avec plus de 15 millions de tonnes déjà sécurisées pour le début, la moitié de l'année. Au niveau bon, de tout ce qui est demande en biocarburant, l'éthanol, très bonne production. Donc, on sent que ça roule bien à ce niveau-là.
FCA, je l'ai mentionné, moins de production qui est attendue, sauf que là, donc moins d'acres, 4 millions d'acres de moins. Sauf que la production serait seulement en baisse de 1 million de tonnes. Pourquoi? Mais parce qu'on aurait un rendement plus élevé. Donc là, c'est sûr que c'est sur papier seulement. Un rendement en juin, ça vaut rien. Il faut vraiment attendre le mois de septembre-octobre pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui va se produire. Puis quand on regarde un peu la sécheresse, si ça s'empire et tout, ben là, à ce moment-là, on pourrait avoir des craintes qui émanent de tout ça, puis là, on pourrait avoir des rendements moins élevés. Reste que sur papier, le rendement augmente d'année en année avec l'amélioration des fertilisants, les technologies et tout. Donc, on devrait s'attendre à avoir un meilleur rendement que l'année passée. Au niveau de la demande, ben, c'est sûr qu'on est un petit peu moins fort que le maïs. Pour l'ancienne récolte, euh, on a quand même 9% de hausse qui est prévue, mais pour la nouvelle récolte, c'est 2% de baisse. On remarque justement la Chine qui est de moins en moins présente sur le marché, 17% de moins que la moyenne des 5 dernières années. Reste que le point fort, si on veut, pour la FFCA, c'est un peu comme l'éthanol, là, mais le niveau de la trituration pour avoir l'huile, ben, on a d'excellentes marges. Et puis, on prévoit davantage de demandes pour les prochains mois. Finalement, dollar canadien, on s'enflamme quand même, on dirait de jour en jour. Même ce matin, on continue notre montée. On se dirige tranquillement pas vite vers 74 sous. Donc, on a la fameuse corrélation entre les, les indices boursiers puis le dollar canadien. Généralement, bon, quand tout va bien dans les indices boursiers, le dollar canadien va bien. Donc, on prend du risque. Sauf que quand les marchés boursiers, en fait, sont volatiles parce que c'est les États-Unis qui font plein de menaces sur tous les pays, si on veut, puis on est en chicane avec la Chine qui est l'autre grosse puissance économique mondiale. Ben, ultimement, on vient un peu briser cette corrélation-là. Donc, les États-Unis ne sont plus vraiment vus pour le moment comme une valeur refuge, ce qui fait en sorte que le dollar US perd énormément de valeur en temps d'incertitude. Cette incertitude-là qui est très présente. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est là pour rester encore pour les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à temps qu'on ait un peu plus de clarté sur l'enlignement de Trump sur sa politique tarifaire. Donc, j'ai mentionné la prochaine date d'importance, le 9 juillet. Là, donc, ça va être clé pour ce qui s'en vient, puis pour la performance de la devise. Reste que la plupart des banques commencent à sortir des prévisions au niveau de la valeur US qui sont en baisse. Donc, le dollar US qui a perdu presque 10% de sa valeur depuis le début de l'année, on s'attend encore à une autre dépréciation juste par le fait que les investisseurs se dirigent tranquillement, pas vite, vers d'autres alternatives, vers l'euro, vers le franc suisse, vers le yen japonais, qui sont des devises plus sécures au moment où on se parle. Donc, ça veut dire que si le US perd de la valeur, ben, toutes les autres devises par rapport au US prennent de la valeur, donc de l'or canadien, qui bénéficie de cette faiblesse du dollar US. Donc, je dirais qu'il y a peut-être moins, on regarde moins les fondamentaux. Généralement, c'est vraiment le différentiel de taux d'intérêt qui dicte la performance du dollar canadien. Donc, la différence des taux d'intérêt entre ce qu'on voit aux États-Unis et ce qu'on voit au Canada. Mais pour le moment, je dirais que c'est vraiment un focus. Depuis avril, focus exclusivement sur ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des tarifs, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des négociations entre les États-Unis et les autres pays, puis notamment les tensions commerciales avec la Chine. Donc, ça, c'est ce qui va dicter la performance de la Canadien pour les prochains mois, jusqu'à temps qu'on ait une certaine stabilité. Il reste que cette stabilité-là va peut-être juste jamais venir avec le mandat de Trump. Donc, ça, c'est un peu ce qui est à surveiller. Quand on regarde ce qui est prévu au niveau des taux d'intérêt, c'est sûr que aux États-Unis, on s'attend à ce qu'on baisse à peu près de 2
on fasse 2 baisses de taux, donc 25 points de base de l'achat, on sera à 50 points de base de moins qu'on est actuellement. Donc, on tournerait aux alentours de 3,75 %. Au Canada, on est à 2,5 %. On prévoit 1 à 2 baisses aussi. Donc, on serait dans les bas 2 % pour le Canada. Donc, si on voit un pays aller plus vite qu'un autre, ben là, c'est sûr que ça aurait une influence quand même sur la devise. Mais comme j'ai dit, l'impact de la valeur US sur toutes les devises va avoir une importance capitale sur la performance du dollar canadien pour la suite. Donc, encore là, il va y avoir probablement des développements. Comme j'ai dit, 9 juillet, c'est la prochaine date d'importance, mais ça se peut qu'on aille du nouveau un peu avant pour l'alignement. Puis, ça va avoir un impact pas juste sur le dollar canadien, mais sur toutes les autres denrées, dont les prix des grains, puis le prix du porc, parce que, bon, les États-Unis, c'est un exportateur qui est très important. Donc, c'est sûr que si elle maintient des mauvaises relations avec ses partenaires commerciaux, bien, ultimement, ça peut nuire à son prix. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si c'est des questions avant qu'on passe avec la partie de Stéphane. Merci Jean-Charles. Au pire, on peut toujours prendre là, les questions aussi à la fin de la présentation. Donc, je vais reprendre le lead Jean-Charles. Donc, il y a des portions que Jean-Charles a bien couvertes que je vais passer rapidement. Bon, en termes de production porcine, on s'attend à peu près à 0,74 % de hausse, la même valeur que le mois précédent. En termes de valeur, il faut faire attention. Le USDA a changé un peu la façon d'établir le prix du porc. Donc, quand on utilise la référence de l'année passée, ça peut créer un petit biais. Donc, une hausse du prix de 6,3 % pour l'année et la répartition là, selon les trimestres. Toujours, bon, la baisse de production, j'en de parler, là, une baisse des abattages de 2 %, une baisse de la production de 1,7 %. Deux éléments là-dedans, il y a à peu près 1,2 million de parts de moins à pareille date qu'à l'année passée. Il y a une explication, bon, le fait qu'on avait une année bissextile l'année passée, mettons qu'on dit qu'une journée, c'est équivaut à 400 000 parts. Donc, il y a un écart net à peu près là, de 800 000. Et comme Jean-Charles le mentionnait, tranquillement, pas vite, on semble gruger un petit peu, mais ça demeure tout le moins qu'on a presque la moitié de l'année de fête et on a une baisse là, de 1,7 en termes de quantité de viande. Pour ce qui est du marché des coupes, ben, vous pouvez le voir là, actuellement là, qu'on est à 113 $ pour la moyenne de 5 jours. Vendredi, ça l'a fermé à 118 pour la carcasse. Donc, il y a encore du potentiel là, à faire monter notre moyenne de 5 jours. Et si on regarde dans les prix, ben, le meilleur prix, il faut remonter à 2021 à 134 $ la valeur de la carcasse. Sinon, 2014, 121. Et tout juste après, 2025 pour la même période de l'année, comme vous pouvez voir, là, tout autour du 14-15 juin. Donc, on est à 113 $, ce qui en fait le troisième meilleur prix. Et si on fait la moyenne de toutes ces années-là, donc on est autour de 98 $. Donc, un très bon prix actuellement. On ne bat pas des records, comme vous pouvez voir, là, on n'est pas dans le vert ni dans le rouge. Mais la meilleure année, c'est 2021 ou 2014. Sinon, dans les pires prix, il faut remonter là, à 2020, pratiquement juste 2020, là, un petit peu 2023 ici, là, pour ce qui est de la valeur du flanc. Pour ce qui est des exportations, ça a été mentionné aussi. Il faut comprendre que l'année passée, à la même période de l'année, on avait eu quand même un très bon mois, 223 000 tonnes qui avaient été exportées. Le mois dernier, on était le mois d'avril à 197, donc une baisse de 11 %. On est vraiment là, dans le muscle cut, là. On n'est pas dans les les sous-produits de porc, donc c'est juste la viande. Donc, vous pouvez voir là, qu'on fluctue beaucoup, là, presque à zéro, baisse, hausse, baisse. Et on peut voir là, que les 2 prochains mois, ou 2 prochains mois, là, ce ne sont pas des gros mois, mais qu'on arrive là, à la fin de l'automne, on va voir là, 2023, 179 versus 192, 175 versus 129, 196, 202. On va quand même avoir des bons mois en termes de volume. Donc, ça va être important de voir ce qui va arriver pour ce qui est des exportations. Il faut comprendre aussi qu'il s'en produit moins de viande. Donc, ça devient un peu plus difficile d'en exporter davantage quand tu es en baisse de production. Puis comme Jean-Charles l'a mentionné, le marché national là, semble très bien répondre aux États-Unis. Je l'ai mis par pays ici un petit peu là, en termes de volume. Et vous pouvez voir, bon, le Mexique en baisse, le Japon en baisse, la Corée du Sud en baisse, le Canada qui est en baisse. Donc, puis vous avez les pays qui sont en légère hausse, là, donc Chine, Hong Kong, Amérique centrale et Amérique du Sud.
pour compenser là, les baisses importantes dans les autres marchés. Pour ce qui est des inventaires de viande congelée, ben, c'est la même chose. Là, on voit là, des baisses quand même importantes par rapport à l'année passée, sauf dans le poulet, une légère hausse. Et si on fait les variations par le mois précédent, on a quand même une augmentation des stocks là, dans le porc. Mais on va regarder les graphiques un peu plus bas. Donc, pour ce qui est du bœuf, là, on est vraiment là, dans le bas là, de la fourchette. Pour ce qui est du porc, c'est la même chose. Même si on a une progression par rapport au mois précédent, on reste en dessous de ce qu'il y avait en 2024. Pour ce qui est du flanc, on est pratiquement le pareil au plus bas qu'on avait, c'était en 2022. Et pour ce qui est du poulet, bon, on est vraiment là, dans le creux du graphique, malgré des légères hausses là, par rapport à l'année passée et en baisse par rapport au mois précédent. Pour ce qui est du marché du porc, oups, ça n'a pas été mis à jour ma valeur. On est davantage autour d'un prix de pôle autour de 221 pour l'année en cours. Donc, vous pouvez voir la ligne mauve qui est le prix réel et le pointillé qui est un peu la tendance qui devrait se dessiner au cours de l'année. Et vous avez la petite ligne ici en mauve qui est le coût d'alimentation de la moulée finition. Et donc, on est pratiquement là, pareil à ce qu'on avait l'année passée, là, une légère hausse au printemps, là, mais on vient recalquer un petit peu là, ce qu'on avait en 2024. Par contre, on ne s'attend pas nécessairement à une poursuite de la baisse. Là. Vous l'avez vu tantôt avec Jean-Charles qui mentionnait là, au niveau des bases locales, au niveau du maïs, et ce qui va avoir un impact sur notre coût d'alimentation. Pour ce qui est de l'ASRA 2025, vous comprendrez qu'actuellement, on ne prévoit plus d'ASRA pour l'année en cours. Donc, on a un revenu stabilisé ajusté autour de 231,60, un revenu de marché de 252, ce qui donne un prix de pool de 222,50. Ici, on a un indice moyen de la grille à 113,25. Pour ce qui est des cotisations ASRA, donc ici, c'est une estimation. La semaine passée, j'ai eu la cotisation préliminaire pour les EGT pour l'année 2025 à 3,32 du 100 kg et 43,46 la truie. J'avais estimé 3,50 pour ce qui est du porc à l'engrais et 40 la truie. Donc, probablement qu'ici, on va peut-être autour de 48, je m'attendrais, puis peut-être ici en bas de 4 dollars. Il reste à voir quelles seront les données que la financière va nous publier prochainement. Pour ce qui est du PPMPA, ben, vous comprendrez que les 24 premières semaines ont été relativement stables à 214 et actuellement avec la hausse vertigineuse du prix du porc au niveau du comptant, ben, c'est revenu aussi modifier nos futurs pour le reste de l'année. Et à ce moment-là, on était à 221 à partir de cette semaine. Pour ce qui est des SGRM, vous pouvez voir que bon, la moyenne 11 mois, on est à 265 $. Il faut remonter pratiquement à février pour avoir février-janvier pour avoir des prix à peu près similaires. Donc, on a pratiquement repris toute la baisse de prix malgré un taux de change qui s'est amélioré. Donc, si on regarde certains contrats, là, 307,75 vendredi passé. Et le meilleur a été 312,71 qui était atteint durant la semaine dernière. Donc, on a établi des nouveaux records de prix pour cette période-là. Donc, vendredi, les marchés étaient légèrement en baisse, là, mais c'est la même chose. 291, on est tout près de 293,80. Encore là, atteint durant la semaine 24. Pour ce qui est du prix des grains, bien, vous pouvez voir, là, c'est une prévision que Solio fait. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les prix qui sont commercialisés à chaque journée, mais vous pouvez voir là, les bases dans le maïs qui sont en haut d'1 dollar, donc des bases qui sont relativement élevées. Et pour ce qui est du tourteau, on est autour de 25 $. Donc actuellement, on a quand même un niveau de protéines qui est intéressant et un prix d'énergie là, qui est en hausse. Pour ce qui est des prochaines rencontres, ben, on a juillet août, on prend une vacance estivale, donc on reviendrait le 15 septembre pour le prochain appel conférence. Donc, ce qui mettrait fin aujourd'hui, je vais départager. On va arrêter le partage. Et on va être en mesure, moi et Jean-Charles, de prendre des questions s'il y a des questions. Oui, Nicolas. Oui, Stéphane. Jean-Charles, tu disais qu'il y avait une forte demande pour la fève de soya, pour le biocarburant. Par rapport au tourteau, est-ce que ça le fait monter ou ça le fait baisser? Parce que j'avais lu que quand il y a beaucoup de trituration, ça crée des volumes supérieurs en tourteau. Est-ce que je suis correct dans mon interprétation? Ouais, c'est ça, exact. T'as la bonne analyse parce que étant donné que la demande est reliée plus à l'huile, ben là, la marge est bonne, mais ça veut pas dire que c'est parce que le tourteau est rentable. Donc, c'est le tourteau, c'est un peu le sous-produit qui est non désiré, disons-le ainsi,
pas non désiré dans le sens où on n'a vraiment pas besoin, mais c'est qu'on en fait beaucoup plus que la demande, ce qui fait en sorte que ce qu'on voit présentement, c'est le prix de la fève, le prix de l'huile qui est en hausse, mais le tourteau, lui, qui est en baisse parce qu'il n'est pas capable de tout le digérer. Donc, c'est sûr que si on poursuit cette tendance-là, ben, on verrait les prix du tourteau un peu aller nulle part, coincés, tandis que l'huile serait de l'autre côté, là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement.